Salut à tous, c'est Pierrot pour le podcast de l'Onironaute. C'est toujours un plaisir fameux de vous retrouver une semaine plus tard et les semaines s'enchaînent et les thèmes défilent les uns après les autres et c'est toujours aussi passionnant d'explorer des concepts, de réfléchir sur des trucs ensemble et puis d'avancer un petit peu dans nos têtes, dans nos cultures, dans nos envies et peut-être dans l'envie que vous pouvez avoir de vous y mettre sérieusement. Je parle d'auto-hypnose, s'y mettre sérieusement, c'est quand même quelque chose qui vaut vraiment le coup, sinon je serais pas là pour en parler autant. Alors, on attaque directement dans le vif du sujet aujourd'hui sur les obstacles à la pratique de l'auto-hypnose. Si vous avez déjà essayé de pratiquer vraiment l'auto-hypnose, c'est-à-dire de vous donner des objectifs précis, de vous fixer des durées d'expérience et même carrément de réserver des créneaux horaires spécifiques à cette pratique, alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a quand même des difficultés importantes à cette pratique. On peut souvent être frustré par ces difficultés et on peut laisser tomber. Il y a des gens qui essayent et puis il y a des gens qui laissent tomber. Ou il y a des gens qui reprennent ça, mais 10 ans plus tard. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'ils étaient intéressés, mais ils sont passés peut-être à côté de quelque chose. Et la plupart du temps, on n'arrive même pas à mettre des mots dessus et à identifier ces problèmes. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, puisqu'on va faire un état des lieux, des obstacles qui se présentent sur le chemin de l'aventurier ou de l'aventurière psychique dans sa quête onirique, ou pour parler un peu moins fantasy, des obstacles qui se présentent aux pratiquants d'auto-hypnose dans la découverte de ces fonctionnements cérébraux. Premièrement, le temps. La pratique de l'auto-hypnose est un énorme défi qu'on prend sur nos emplois du temps. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pas que ce soit forcément long, on peut faire 5 minutes par jour d'auto-hypnose, c'est pas obligé que ça dure des heures à chaque fois. Mais déjà, oser dépasser un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur l'utilité que ça a, tout simplement. L'utilité de prendre du temps pour soi, l'utilité de... Ouais, on prend le risque de perdre peut-être du temps. En fait, on perd pas du tout du temps, bien sûr, mais c'est des trucs qui peuvent passer par la tête et puis on se dit, non, je vais pas le faire. Si je fais ça, je vais perdre du temps. Et c'est quand même courageux, voilà, d'aller au-delà de ça et de prendre ce temps-là. C'est que il vaut mieux pas justement considérer l'auto-hypnose comme du temps pour soi, parce que c'est pas un temps de détente, c'est pas un divertissement passif, c'est encore moins un temps de repos ou de sommeil. L'auto-hypnose, ça peut pas non plus être confondu avec cet état de friche intellectuelle dont on nous vante beaucoup les vertus en ce moment. Vous savez, on entend beaucoup parler de cette pause nécessaire qui serait assez magique pour la productivité, ces moments où on doit laisser notre cerveau divaguer. L'hypnose, c'est pas du tout ça non plus. Hein. C'est un vrai travail qu'on fait avec le cerveau et c'est un vrai usage de concentration, j'ai envie de dire, plus, quoi, une concentration optimisée, hein, une concentration de haut level qu'on va convoquer. Voilà, donc c'est pas non plus une pause. Voilà. C'est ce mode roue libre qui serait un formidable engrais pour la créativité, c'est pas ça. Non, l'auto-hypnose, c'est ni un temps pour soi, ni un temps pour les autres non plus. C'est un temps pour la pratique. Il s'agit d'apprendre à faire des choses, à sentir, à expérimenter. Et comme n'importe quelle autre pratique, si vous y consacrez du temps, vous aurez rapidement des résultats. Deuxième catégorie d'obstacles à la pratique de l'auto-hypnose, on va parler de l'environnement. Même avec des écouteurs diffusant des brainwaves, même avec des boules qui ess, avec des bandeaux sur les yeux ou un placard aménagé, un caisson à oxygène avec des gros coussins, ça reste difficile de s'y mettre quand on vit dans une maison peuplée de colocs ou d'enfants ou d'autres êtres humains, aussi sympathiques soient-ils.
Parce qu'en termes d'annulation de l'état d'hypnose, les autres êtres humains restent la principale menace. Bien que mouches et moustiques puissent être aussi mentionnés comme de véritables adversaires pour la brave exploratrice ou le brave explorateur des mondes de l'esprit. Donc là aussi, le top du top, c'est de consacrer de la disponibilité pour l'hypnose, ce qui signifie mécaniquement de l'indisponibilité pour les autres. Donc, payez-vous de l'indisponibilité, donc mettez-vous d'accord avec les autres pour qu'ils vous laissent tranquille. C'est dur, c'est pas facile, parce que ça demande d'autres compétences. C'est des compétences un peu compliquées à avoir, parce que c'est du relationnel, c'est peut-être de la communication non violente, de la pédagogie. Ça vous demande peut-être aussi d'être davantage disponible pour eux, pour tous ces gens, à d'autres moments. Enfin, plus vous serez disponible authentiquement avec les gens dans d'autres circonstances, moins ils vont vous casser les pieds quand vous ferez ça. Et pour les enfants, il vaut juste mieux qu'ils soient pas là. Vous pouvez faire ça quand ils dorment ou quand ils sont à l'école. Par exemple, au passage, vous pouvez parler d'hypnose à vos enfants. Moi, je me souviens avoir parlé d'hypnose à ma fille quand elle avait 6 ans. Je lui ai expliqué quelques techniques de base d'hypnose pour négocier ou pour manipuler un petit peu une conversation. Et je vous assure, en une seule fois, je lui ai parlé de ça une seule fois, elle a tout retenu et elle utilise encore ces techniques 10 ans plus tard. C'est-à-dire, depuis 10 ans, quand elle a des sous à nous demander ou un mot dans le carnet à nous faire signer, elle nous fait confusion mentale, biais d'ancrage, instinctivement, quoi. C'est impressionnant. Donc ouais, vous allez voir que les enfants, instinctivement, ils sont intrigués par ce genre d'outils. Si vous leur en parlez avec des mots simples, vous allez voir qu'ils vont vite piger le truc. Bon, fin de la parenthèse en ce qui concerne les enfants. En ce qui concerne encore les locaux, les lieux, les murs, les pièces où vous pratiquez, tout ça, ça n'a pas grande importance. Un fauteuil, un lit, une chaise peuvent être un bon support au début, mais c'est pas forcément indispensable. Tout ce qui est l'environnement matériel, c'est pas déterminant, quoi. C'est quelque chose qui doit pas vous arrêter. Je veux dire, vous pouvez concevoir de faire par exemple de l'hypnose debout. Si vous n'avez pas de chaise, pas de fauteuil pour vous asseoir, vous pouvez absolument faire entrer dans un état d'hypnose légère debout. Ça serait même un très très bon exercice pour votre capacité à rentrer rapidement en état de conscience modifié. Troisième catégorie d'obstacles à la pratique de l'auto-hypnose, j'ai envie de dire la peur. Bon, c'est pas vraiment une histoire de peur, de terreur et tout, mais c'est une appréhension qu'on peut ressentir à l'idée d'aller fouiller dans les recoins obscurs de l'âme. C'est pas vraiment ce qu'on fait quand on pratique l'auto-hypnose, mais quand on connaît pas, on peut s'imaginer que c'est ça. On sait pas trop sur quoi on va tomber quand on connaît pas. On peut craindre de rencontrer ses propres peurs déjà, sous forme d'incarnations oniriques diverses et variées, ce qui peut arriver, mais aussi nos blocages, nos traumatismes, nos chagrins, nos hontes. C'est pour ça que la plupart du temps, les premières expériences en auto-hypnose sont souvent assez balèzes. Et il y en a qui sont franchement refroidis, il y en a pour qui c'est une mauvaise expérience, il y en a qui se promettent de plus jamais recommencer, parce que ça peut faire tomber des illusions qu'on tenait pour vraies et qu'on croyait indestructibles. Et donc ça peut être très très déstabilisant. C'est pour ça qu'on recommande en général aux gens qui s'intéressent à ces pratiques d'aller d'abord voir un hypnothérapeute, histoire de voir comment ça tourne sous le capot, de découvrir un peu tranquillement en étant accompagné, se rendre compte de certaines choses sur nous-mêmes,
avant de lever les voiles en toute sécurité. D'une manière générale et pour conclure, je dirais que les obstacles ont du sens, il faut les voir comme des chances de s'améliorer rapidement, des chances d'apprendre à entrer en état de conscience modifié dans un contexte défavorable. Vous en serez que plus habile. Et c'est un peu l'histoire de la zone de confort. Si vous apprenez à vous mettre en état d'hypnose, par exemple debout, au milieu d'une gare très fréquentée, et malgré l'engueulade que vous avez eue avec votre boss qui tourne encore en son THX dans votre tête, et malgré que vous n'ayez que 4 minutes et 40 secondes à accorder à la pratique, alors là, si vous faites ça tous les jours ou plusieurs fois par jour, vous allez être rapidement ceinture noire en 3 semaines, c'est promis. Voilà, en auto-hypnose comme dans tout, les obstacles sont l'apprentissage. Merci beaucoup, merci de votre attention les amis onironautes. Je vous donne rendez-vous sur le site onigate.com pour découvrir, si ce n'est pas encore déjà fait, les expériences oniriques guidées que je vous propose. Et en plus c'est gratuit, allez-y les yeux fermés, et en plus il faut fermer les yeux, donc triple raison d'y aller les yeux fermés, avec des bons écouteurs dans les oreilles. Mais même des écouteurs moyens, ça marche aussi. Enfin bref. Comme d'habitude, j'ai du mal à m'arrêter de parler, tellement ça me fait plaisir de m'adresser à vous. Et je ne vais pas arriver à terminer cette phrase, et c'est bien dommage, et donc je vais me taire. À bientôt, ciao les amis.